Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où vous iriez par amour pour votre famille? J'ai découvert ma limite de la manière la plus douloureuse possible. Je m'appelle Colette Moreau, j'ai 66 ans et j'ai vécu toute ma vie à Annecy, une petite ville du sud-est de la France. Pendant des années, je me suis réveillée avec la vue sur le lac et les montagnes qui encadrent cette ville que j'ai toujours appelée mon foyer. Aujourd'hui, je me réveille dans une chambre louée, avec une fenêtre qui donne sur une cour grise et silencieuse. Comment en suis-je arrivée là? À cause d'un choix que j'ai fait il y a 6 mois. Un choix qui, à l'époque, semblait être le seul possible. Le téléphone a sonné à 3h42 du matin. Un son strident et impitoyable qui a coupé le silence de ma chambre comme un couteau aiguisé. J'avais déjà vécu ce type d'appel nocturne une fois, quand Henri a eu sa première crise cardiaque, et je savais que les nouvelles reçues à cette heure ne sont jamais bonnes. Le cœur battant et les mains tremblantes, j'ai répondu. C'était ma fille, Émilie. Sa voix, étouffée par les pleurs, parvenait à peine à former des mots cohérents. Maman. Laurent, hôpital, grave. Mon gendre. Laurent est marié à Émilie depuis 12 ans. Un homme beau, charmant, de ceux qui conquièrent facilement tout ce qui les entoure. Toujours bien habillé, toujours avec les mots justes, toujours avec ce sourire qui illuminait n'importe quel environnement. Il travaillait comme architecte dans un bureau prestigieux à Lyon, à 1 heure d'Annecy. Émilie l'a rencontré à l'université, et depuis, il est devenu le centre de son univers. Pour être honnête, j'ai toujours eu mes réserves sur Laurent. Il y avait quelque chose dans son charme qui me semblait trop calculé, dans ses gestes d'affection qui semblaient toujours être faits pour un public invisible. Mais Émilie l'aimait de façon si complète, si absolue, que j'ai gardé mes impressions pour moi-même. Après tout, qui étais-je pour juger? Henri, mon défunt mari, avait aussi ses défauts, et pourtant, nous avons eu un mariage heureux pendant près de 4 décennies. Je me suis habillée à la hâte, enfilant le premier vêtement que j'ai trouvé dans l'armoire. J'ai pris mon sac, les clés de la voiture, et je suis sortie dans la nuit froide d'Annecy. La route vers Lyon ne m'avait jamais paru aussi longue. Le ciel commençait à s'éclaircir quand je suis finalement arrivée à l'hôpital, un bâtiment moderne et imposant au centre de la ville. Je me suis garée maladroitement, me souciant à peine d'avoir occupé 2 places. L'urgence pulsait dans mes veines. À l'hôpital, j'ai trouvé ma fille désolée dans la salle d'attente. Ses yeux rouges et sa posture courbée sur elle-même m'ont dit, avant même les mots, la gravité de la situation. Quand elle m'a vu, elle a couru dans mes bras comme elle le faisait quand elle était enfant, après un cauchemar ou une chute de vélo. Je l'ai serrée fort, sentant son corps trembler contre le mien. « Que s'est-il passé, ma chérie ?» ai-je demandé, m'éloignant un peu pour la regarder dans les yeux. « C'est son cœur, maman. Un anévrisme de l'aorte. Il s'est évanoui en travaillant tard au bureau. Un collègue l'a trouvé et a appelé l'ambulance, a-t-elle expliqué entre les sanglots. Ils doivent l'opérer immédiatement, mais... » Elle a hésité, sa voix se brisant. « Notre assurance ne couvre pas toute la procédure. C'est une opération expérimentale, avec un spécialiste venu spécialement de Paris. S'ils ne font pas l'opération bientôt, ils pourraient ne pas survivre. »« Combien, Émilie ?» ai-je demandé, sachant déjà que quelle que soit la somme, je ferai mon possible pour l'obtenir. « 350 000 €, a-t-elle murmuré, comme si le nombre était trop obscène pour être prononcé à haute voix. J'ai essayé de parler à la banque, mais nous aurions besoin de garanties que nous n'avons pas. Notre appartement est financé, et le bureau de Laurent est au nom de l'entreprise. J'ai senti le poids de cette valeur. C'était presque exactement ce que valait ma maison à Annecy. La maison que mon défunt mari, Henri, et moi avions achetée avec les économies de toute une vie. Henri avait été professeur d'histoire à l'université, moi une bibliothécaire. Nous n'avons jamais été riches, mais nous avons réussi, au fil des ans, à acquérir cette petite maison en pierre dans la vieille ville, avec vue sur le lac. La maison où Émilie a grandi, où nous avons célébré Noël, des anniversaires, où j'ai planté mon jardin qui fleurissait magnifiquement chaque printemps, avec des lavandes parfumant l'air et des roses grimpantes couvrant le mur de pierre. La maison qui,
après la mort d'Henri il y a 5 ans, est devenu mon seul confort et ma sécurité. Mon refuge. Le seul endroit où je pouvais encore sentir sa présence, dans les planches du plancher qui grinçaient d'une manière particulière, dans l'arôme de son étude que je n'ai jamais perdu, même après si longtemps. J'ai vu le désespoir dans les yeux de ma fille. Laurent n'avait que 42 ans. Toute une vie devant lui. Et Émilie l'aimait profondément, c'était incontestable. Si je vendais la maison, j'aurais exactement la valeur nécessaire. Mais après ? Où vivrais-je ? Comment me soutiendrais-je avec ma petite retraite ? La peur de l'inconnu m'a paralysé un instant. Puis j'ai pensé à Henri, à comment il avait toujours priorisé la famille par-dessus tout. La maison n'est qu'un ensemble de murs et un toit, disait-il souvent. Le foyer est là où sont les personnes que nous aimons. J'ai regardé à nouveau Émilie, son visage si semblable à celui de son père, et la décision s'est formée clairement et inévitablement dans mon esprit. Je vais vendre la maison, ai-je dit, sans hésitation. Maman, non. C'est tout ce que tu as, a protesté Émilie, ses yeux s'écarquillant de choc. Ce n'est qu'une maison, Émilie. Les vies sont irremplaçables. Laurent est ton mari, l'homme que tu aimes. Et tu es ma fille. Je ferai n'importe quoi pour toi. Elle a recommencé à pleurer, cette fois non pas de désespoir, mais de gratitude. Elle m'a serré fort, murmurant « merci » à plusieurs reprises contre mon épaule. Par-dessus elle, j'ai vu un médecin s'approcher, son visage sérieux et fatigué après ce qui avait probablement été une longue garde. « Mesdames Moreau ? Nous avons besoin d'une décision concernant la procédure. Nous ferons l'opération, ai-je répondu sans hésiter. Je couvrirai les coûts. Le soulagement sur le visage du médecin était évident. Très bien. Je vais informer l'équipe. Plus vite nous commencerons, meilleures seront les chances. Ce même matin, alors que Laurent était préparé pour l'opération, j'ai appelé mon agent immobilier, Jacques, un vieil ami qui m'avait aidé à acheter la maison des décennies auparavant. J'ai expliqué la situation, urgence. Il a hésité. Colette, c'est de la folie. Tu as aimé cette maison pendant plus de 30 ans. C'est là que tu prévoyais de passer le reste de ta vie. Et le marché n'est pas si favorable en ce moment. Tu pourrais ne pas obtenir la valeur qu'elle vaut vraiment. Je n'ai pas le choix, Jacques. J'ai besoin de l'argent immédiatement. La vie du mari de ma fille en dépend. Il a poussé un soupir profond. Je ferai de mon mieux. J'ai quelques clients qui cherchaient des propriétés à Annecy. Peut-être que l'un d'eux sera intéressé. Jacques a trouvé un acheteur en un temps record. Un homme d'affaires de Paris qui voulait une maison de vacances dans les montagnes. Il n'a même pas demandé à voir la propriété en personne, il a fait confiance aux photos et au nom du quartier. Il a offert 350 000 €, exactement ce dont j'avais besoin, mais bien en dessous de la valeur réelle du bien. Dans des conditions normales, je n'aurais jamais accepté une telle offre. Mais la vie de Laurent dépendait de ma rapidité. 3 jours après l'hospitalisation de Laurent, j'ai signé les papiers de la vente. J'étais dans le bureau de Jacques, le stylo dans ma main semblait peser des tonnes. J'ai pensé à tous les moments que j'avais vécus dans cette maison, la naissance d'Émilie, le dernier Noël avec Henri, les après-midi tranquilles à lire dans le jardin. Tandis que l'encre séchait sur ma signature, j'ai senti comme si je coupais un morceau de ma propre peau. Mais je n'ai pas hésité. J'ai signé chaque document avec détermination. J'ai transféré l'argent directement à l'hôpital, insistant pour que l'opération commence le plus rapidement possible. L'opération a duré 12 heures. 12 heures de prières murmurées, de mains serrées avec Émilie, de café Amerbus dans la salle d'attente froide et impersonnelle. J'ai vu le soleil se lever à travers les fenêtres de l'hôpital, illuminer la journée et commencer à se coucher à nouveau. J'ai pensé à Henri, à comment il aurait approuvé ma décision. Tu as fait ce que n'importe quelle mère aurait fait, je l'imaginais dire. Lorsque le médecin est finalement apparu, son sourire nous a tout dit avant même les mots. C'est un succès.
L'opération s'est mieux déroulée que prévu. C'est un homme chanceux. Émilie a pleuré dans mes bras, sanglotant des paroles de gratitude. Tu as sauvé sa vie, maman. Comment puis-je te remercier? Ton bonheur est mon plus grand remerciement, ai-je répondu, ressentant, malgré l'épuisement, une paix profonde. J'avais fait ce qu'il fallait. J'avais protégé ma famille. Cette nuit-là, je suis retourné chez moi, pour la dernière fois. Les clés n'étaient plus officiellement les miennes, mais le nouveau propriétaire avait accepté de me donner quelques jours pour retirer mes effets personnels. J'ai parcouru chaque pièce lentement, touchant les murs, me souvenant de chaque moment que j'y avais vécu. Dans la chambre qui était celle d'Émilie, je pouvais encore voir les marques de crayon sur le mur où nous mesurions sa taille à chaque anniversaire. Dans notre chambre conjugale, j'ai senti le parfum d'Henri imprégné dans les rideaux. Dans son studio, j'ai passé des heures assise dans son fauteuil usé, respirant simplement l'atmosphère. J'ai pleuré, bien sûr. J'ai pleuré pour la perte de ce sanctuaire de souvenirs. Mais je n'ai pas regretté. Le lendemain, j'ai déménagé dans le petit appartement d'Émilie et Laurent à Lyon. C'était un arrangement temporaire, m'a assuré Émilie, jusqu'à ce que je trouve un nouveau lieu. Mais je savais, dans mon cœur, que j'avais perdu plus qu'une maison. J'avais perdu mon indépendance, et le plus aigre-doux dans tout cela, c'est que je l'avais livrée volontairement, par amour. Je ne savais pas que j'étais sur le point de perdre beaucoup plus. Un sacrifice maternel extraordinaire, mais à quel prix? Découvrez comment la générosité de Colette sera récompensée par son gendre pendant sa convalescence. Cette histoire vraie va vous bouleverser et vous faire réfléchir sur les limites de l'amour familial. Restez avec nous pour voir comment, à 66 ans, cette femme trouvera la force de se reconstruire après une trahison impardonnable. L'automne est arrivé à Lyon avec une explosion de couleurs dorées et l'odeur caractéristique des châtaignes grillées dans les rues. De la fenêtre de la chambre d'amis de l'appartement d'Émilie et Laurent, j'observais les arbres du petit parc en face changer leurs feuilles. La vie suivait son cycle naturel, indifférente aux drames humains qui se déroulaient sous leur cime. C'était un appartement moderne et élégant, situé à la Part-Dieu, l'un des quartiers les plus sophistiqués de Lyon. Décoré avec des meubles design, des tableaux abstraits et tout le confort que l'argent peut acheter. Mais pour moi, il manquait d'âme, de la chaleur d'un vrai foyer. Les murs trop blancs, les espaces trop ouverts, tout semblait froid et impersonnel. Je me sentais comme une visiteuse, jamais comme une résidente, malgré les efforts initiaux d'Émilie pour me faire sentir bienvenue. Laurent se remettait bien. Plus rapidement que les médecins ne l'avaient prévu. Après seulement 2 semaines à l'hôpital, il est rentré à la maison. Sa force de volonté était admirable. 3 semaines après l'opération, il essayait déjà de travailler à distance, malgré les protestations d'Émilie et du médecin. Chaque jour le ramenait un peu plus à la vie. La couleur est revenue à ses joues, l'énergie à ses gestes. C'est grâce à toi, Colette, disait-il souvent, lorsque nous nous réunissions pour le dîner. Il insistait pour m'appeler par mon prénom, jamais comme « belle-mère » ou tout autre terme familial. Tu m'as donné une seconde chance. Je souriais et acceptais sa gratitude avec humilité. C'était bon de voir la couleur revenir à son visage, l'éclat retourner dans ses yeux. Durant ces premières semaines, je me suis sentie partie intégrante de cette petite famille. Je cuisinais pour eux pendant qu'Émilie travaillait, j'aidais Laurent avec ses exercices de physiothérapie, je maintenais l'appartement en ordre. Je me suis surprise à faire de petites améliorations, j'ai planté des herbes sur le balcon, acheté quelques coussins colorés pour le salon, essayé d'apporter un peu de la chaleur de mon ancien foyer dans cet espace stérile. La dynamique entre nous trois était harmonieuse, collaborative. Parfois, j'oubliais presque le prix que j'avais payé pour être là. Mais à mesure que Laurent devenait plus fort, quelque chose a commencé à changer. C'était subtil au début, un regard d'irritation quand je demandais s'il avait besoin de quelque chose, un soupir lourd quand j'entrais dans la pièce où il travaillait, des conversations qui cessaient brusquement quand je m'approchais.
J'ai remarqué qu'il avait commencé à faire des commentaires sur l'espace de l'appartement, sur le fait qu'il n'était pas conçu pour 3 personnes, sur le fait que je devrais penser à trouver mon propre endroit, quand je serais prête. Un après-midi, je l'ai trouvé fronçant les sourcils devant les herbes que j'avais plantées sur le balcon. « Ça prend trop de place », a-t-il commenté, sans me regarder directement. « Émilie et moi aimons nous asseoir ici pour prendre le petit déjeuner. »« Oh, je peux réorganiser », ai-je offert, essayant d'être utile. « Peut-être mettre dans des pots plus petits, ou... »« Ne t'inquiète pas », m'a-t-il interrompu, son ton faussement gentil. « Tu ne vas pas rester ici pour toujours, n'est-ce pas ? Alors ça n'a pas de sens de tout réorganiser. » C'était la première fois qu'il exprimait si clairement son désir de me voir partir, et j'ai ressenti comme si j'avais reçu une gifle. « Bien sûr », ai-je murmuré, me retirant dans ma chambre, où je me suis assise au bord du lit, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal. « Il est juste frustré par la lenteur de la récupération », expliquait Émilie quand je mentionnais ces changements. « Ce n'est rien de personnel, maman. » Je l'ai cru. Après tout, la convalescence peut être un processus psychologiquement épuisant. Et je voulais donner à Laurent tout l'espace et la compréhension dont il avait besoin. Peut-être étais-je vraiment intrusive, essayant de transformer son appartement, imposant mes habitudes. J'ai commencé à me faire plus petite. Je restais plus longtemps dans ma chambre, évitais d'utiliser la cuisine quand je savais que Laurent serait à la maison, parlais plus doucement au téléphone. Je me suis transformée en un fantôme dans un appartement qui ne serait jamais mon foyer. Un jour, en rangeant sa chambre et celle d'Émilie, quelque chose qu'elle m'avait demandé de faire pendant que tous deux étaient absents, j'ai trouvé une liste d'agences immobilières dans le navigateur de l'ordinateur portable de Laurent, qu'il avait laissé ouvert. Normalement, je n'aurais jamais regardé ces documents ou sa navigation, mais le titre de l'email qui était ouvert a attiré mon attention. Évaluation de la propriété à Annecy. Mon cœur s'est accéléré. La propriété à Annecy, serait-ce ma vieille maison ? Sans réfléchir à 2 fois, j'ai lu l'email. C'était une réponse d'un agent immobilier, expliquant que la maison que Laurent avait achetée, ma maison, pourrait maintenant être vendue pour près de 500 000 €, en raison de nouveaux développements dans la région qui avaient valorisé le quartier. Acheter ? Comment ça, acheter ? J'avais vendu ma maison à un homme d'affaires parisien. La vérité m'a frappé comme une gifle. L'homme d'affaires parisien était Laurent. Il avait utilisé une société écran pour acheter ma maison à un prix inférieur au marché, profitant de mon urgence à vendre. Et maintenant, il envisageait de la revendre avec un profit substantiel. Je me suis assise sur le lit, sentant le sang se retirer de mon visage. Pourquoi Laurent ferait-il cela ? Comment a-t-il obtenu l'argent pour acheter la maison s'il avait besoin d'argent pour l'opération ? J'ai lu plus de mais, me sentant sale d'envahir sa vie privée, mais poussé par le besoin de comprendre ce qui se passait. J'ai découvert que l'opération n'avait coûté que 120 000 €, loin des 350 000 qu'Émilie m'avait dit. Et l'assurance avait couvert une partie significative de cette valeur. Laurent avait menti sur le coût, sur la couverture de l'assurance, sur tout. Ma tête tournait. J'ai ressenti de la nausée, de la trahison, et une colère que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Pendant un moment, j'ai envisagé de le confronter immédiatement, de l'appeler, d'exposer son mensonge. Mais quelque chose m'a retenu. J'avais besoin de réfléchir, de comprendre complètement avant d'agir. Et, plus important, j'avais besoin de savoir si Émilie était impliquée dans cette trahison. J'ai passé le reste de la journée dans un état de torpeur, me déplaçant dans la maison mécaniquement, incapable de traiter complètement ce que j'avais découvert. Quand Émilie est revenue du travail, je l'ai observée attentivement, cherchant des signes de culpabilité ou de complicité. Elle semblait normale, fatiguée après une longue journée, parlant d'un projet compliqué au bureau. Pendant le dîner, je n'ai pas pu manger. La nourriture semblait grise, sans goût. Laurent parlait de ses plans pour retourner au bureau la semaine suivante, et Émilie souriait, fière de sa récupération. « Tu vas bien, maman ?» a demandé Émilie, remarquant mon silence. « Juste fatiguée, ai-je menti. »
Je pense que je vais me coucher plus tôt. Quand j'ai confronté Émilie cette nuit-là, après que Laurent se soit endormi, elle a d'abord tout nié. Mais sous la pression, elle a finalement admis. L'assurance a couvert une grande partie de l'opération, maman. Nous n'avions pas besoin de tout l'argent de la maison. Alors pourquoi m'avez-vous laissé vendre? Pourquoi m'avez-vous fait croire que je sauvais sa vie? Elle a détourné le regard, incapable de me regarder directement. J'ai remarqué comment elle tordait nerveusement l'alliance à son doigt, une habitude qu'elle avait depuis l'enfance quand elle mentait. C'était l'idée de Laurent. Il a toujours voulu une maison à Annecy, près du lac. Quand il a appris l'anévrisme, il a vu une opportunité. Une opportunité, ai-je répété, incrédule. Tu es en train de me dire que ton mari a utilisé une condition médicale grave pour me manipuler et voler ma maison? Ce n'était pas un vol, a protesté Émilie, sa voix s'élevant. Tu as reçu l'argent. Et ce n'était pas tout un mensonge, il avait vraiment besoin de l'opération. Mais il n'avait pas besoin de mon argent, ai-je complété, sentant un engourdissement se répandre dans tout mon corps. Un engourdissement qui, je le savais, céderait éventuellement la place à une douleur insupportable. Tu le savais depuis le début? Émilie s'est mordu la lèvre, ses mains tremblant maintenant légèrement. Je savais que l'assurance couvrirait une partie, oui. Mais Laurent a dit que nous avions besoin d'une réserve, que le traitement post-opératoire serait coûteux. Et la maison? Tu savais qu'il l'avait achetée par l'intermédiaire d'une société écran? Elle a hoché la tête, presque imperceptiblement. Il a dit que ce serait un bon investissement. Que nous pourrions l'utiliser comme maison de vacances, ou même y déménager à l'avenir. Et tu as accepté cela? Tu as accepté de me prendre tout ce que j'avais, de me faire vendre ma maison à un prix inférieur au marché, pour que vous puissiez en profiter? Ce n'était pas comme ça. Laurent a assuré que tu pourrais vivre avec nous, que nous prendrions soin de toi. Mais il essaie déjà de se débarrasser de moi, ai-je constaté, voyant la vérité se dérouler. Depuis qu'il a commencé à se rétablir, il a clairement indiqué qu'il ne me voulait pas ici. Émilie semblait vraiment surprise. Non, maman, il est juste frustré par la récupération. Il valorise ce que tu as fait pour nous. J'ai regardé ma fille, le visage que j'avais porté dans mon ventre, que j'avais allaité au sein, dont j'avais séché les larmes et célébré les réussites. Je ne pouvais pas comprendre comment elle avait pu me faire ça. Comment elle avait pu permettre à son mari de m'exploiter de cette façon. Tu as choisi, ai-je finalement dit, ma voix se brisant. Entre ta mère et ton mari, tu as choisi. Ce n'est pas une question de choisir, maman. C'est exactement ça. Ça l'a toujours été. Et tu as choisi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée, regardant le plafond inconnu, essayant de comprendre comment les personnes que j'aimais le plus au monde avaient pu me trahir de cette façon. À un moment donné, j'ai décidé que je confronterais directement Laurent le lendemain. J'exigerais des explications. Peut-être même exigerais-je la restitution de ma maison. Mais Laurent m'a confronté en premier point. Le matin est arrivé gris et froid, comme si le ciel lui-même ressentait ma désolation. De lourds nuages sombres couvraient Lyon, et une pluie fine et persistante tombait, battant rythmiquement contre la fenêtre de la chambre où j'avais passé une nuit blanche. Les heures d'insomnie avaient laissé des cernes profonds sous mes yeux, ma peau semblait plus pâle et ridée que jamais, comme si j'avais vieilli de plusieurs années en une seule nuit. Je me suis levée après avoir entendu la porte de l'appartement se fermer, signalant qu'Émilie était partie travailler. Pendant que je m'habillais, j'ai répété mentalement ce que je dirais à Laurent, comment j'exigerais la vérité, comment je démontrerais mon indignation sans perdre mon sang-froid. Je devais être forte, mais contrôlée. Je devais lui faire comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. Laurent était seul dans la cuisine quand je suis entrée. Il portait une robe de chambre coûteuse, en soie bleu marine, qui soulignait la pâleur encore présente sur son visage post-chirurgical. Il buvait un café, naviguant sur sa tablette, et a à peine levé les yeux quand je me suis approchée. La cuisine était impeccablement propre, je l'avais organisée la nuit précédente, avant de confronter Émilie.
L'arôme du café frais remplissait l'environnement, se mélangeant à l'odeur de la pluie qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. Nous devons parler, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais espéré. Il a soupiré, mettant la tablette de côté avec un mouvement lent et calculé. Du coin de l'œil, j'ai vu qu'il naviguait sur un site d'agence immobilière. Probablement en train de planifier la vente de ma maison, ai-je pensé amèrement. J'imagine que tu es déjà au courant, a-t-il dit, sans détour. Je sais que tu as acheté ma maison. Que tu m'as trompé sur la nécessité de l'argent pour l'opération. J'espérais une négation, peut-être même des remords. Mais Laurent m'a simplement regardé avec une froideur que je n'avais jamais remarquée auparavant dans ses yeux. Il n'y avait aucune trace du charme qu'il utilisait toujours, du sourire facile qui conquérait tout le monde. C'était comme si un masque était tombé, révélant le véritable homme derrière. C'était une bonne affaire, a-t-il dit simplement. Tu allais vendre la maison de toute façon, tôt ou tard. J'ai juste accéléré le processus. Comment peux-tu dire ça? C'était ma maison. Le seul bien que j'avais. Il a haussé les épaules, comme si nous discutions de la météo et non d'une trahison profonde. Il a porté la tasse de café à ses lèvres, prenant une longue gorgée avant de répondre. Tu as déjà 66 ans, Colette. Pourquoi aurais-tu besoin d'une maison de cette taille? En plus, tu devrais être reconnaissante. J'ai payé un prix juste, compte tenu des circonstances. Juste. Ma voix affaiblie. Tu as profité d'une situation d'urgence que tu as toi-même créée. Laurent a finalement montré une émotion, de l'irritation. Ses sourcils se sont rejoints en une ligne dure, et il a posé sa tasse sur la table avec plus de force que nécessaire, faisant légèrement déborder le café. Écoute, j'ai vraiment eu un anévrisme. L'opération était nécessaire. J'ai simplement profité de la situation pour aider ma famille. Notre famille. Et comment cela m'a-t-il aidé, ai-je demandé, sentant des larmes chaudes couler sur mon visage. Je ne voulais pas pleurer devant lui, montrer quelque faiblesse que ce soit, mais l'émotion était trop forte pour la contenir. Tu as un endroit où rester, n'est-ce pas? Nous t'avons accueilli. J'ai ressenti comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. L'audace de cet homme, le manque total de remords ou d'empathie, était presque incompréhensible pour moi. Accueilli? J'ai vendu ma maison pour payer une opération dont tu n'avais pas besoin que je paie. Vous m'avez trompé, vous m'avez volé. Laurent s'est levé, la chaise raclant bruyamment contre le sol de céramique claire. Son visage était maintenant rouge, l'irritation se transformant en colère contenue. Ça suffit, Colette. J'en ai assez de ce drame. Tu as décidé de vendre ta maison. C'était ton choix. Personne ne t'a forcé à quoi que ce soit. Vous m'avez manipulé. Vous m'avez fait croire que c'était une question de vie ou de mort. Et c'était le cas, a-t-il dit froidement. Mais cela ne signifie pas que je ne pouvais pas tirer le meilleur parti de la situation. C'est ainsi que le monde fonctionne. Les plus intelligents survivent. Cette phrase, les plus intelligents survivent, m'a frappé comme un coup final. C'était sa philosophie de vie, ai-je réalisé. Tirer avantage des autres, profiter des faiblesses d'autrui, manipuler les situations pour son propre bénéfice. Et moi, naïvement, j'avais cru en sa gratitude, en ses gestes d'affection. Quelle idiote j'avais été. Je suis restée silencieuse, absorbant la cruauté de ses paroles, le manque total de remords. La pluie dehors s'était intensifiée, frappant plus fort contre les fenêtres, comme si le ciel exprimait la colère que je n'arrivais pas à verbaliser. Où est ma fille dans tout ça? Elle savait depuis le début? Laurent a hésité pour la première fois. Quelque chose dans son expression a changé, s'est légèrement adouci à la mention d'Émilie. Peut-être l'aimait-il vraiment, à sa manière déformée. Émilie sait que nous avons acheté la maison. Mais elle croit que j'avais vraiment besoin de l'argent pour l'opération. Et j'en avais besoin, pour être juste, simplement pas autant que je l'ai dit. Alors tu lui as menti à elle aussi. Je l'ai protégée de la vérité complète, a-t-il corrigé, reprenant sa posture défensive.
Émilie est trop sensible. Elle ne comprendrait pas les nuances d'une bonne affaire. J'ai ressenti de la nausée. L'homme que ma fille aimait, l'homme pour qui j'avais tout sacrifié, était un manipulateur qui n'hésitait pas à mentir même à sa propre épouse. Sa morale était flexible, ajustable selon ses intérêts. Je vais tout lui dire. Elle mérite de savoir avec quel genre d'homme elle est mariée. Laurent a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans son son. C'était un rire froid, calculé, qui n'atteignait pas ses yeux. Tu crois vraiment qu'elle te croira plutôt que moi? Après 12 ans de mariage? Tu ne seras que la belle-mère amère qui ne supporte pas de voir sa fille heureuse. Il avait raison, et c'était le plus douloureux. Émilie a toujours choisi Laurent. Depuis le premier jour, il est passé en premier. Et maintenant, avec sa parole contre la mienne, je savais qui elle choisirait. Pourquoi me fais-tu ça? Ai-je demandé, ma voix presque un murmure. Ce n'est rien de personnel, Colette. C'est juste des affaires. Il a pris une dernière gorgée de café et s'est levé. Au fait, Émilie et moi avons discuté. Nous pensons qu'il est temps que tu trouves ton propre endroit. Cet appartement est trop petit pour 3 personnes, surtout maintenant que je suis complètement rétablie et que je retournerai au bureau la semaine prochaine. Tu me mets à la porte? J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Je te donne l'opportunité de retrouver ton indépendance, a-t-il corrigé, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je suis sûr que tu peux trouver une bonne maison de retraite ou résidence pour personnes âgées avec l'argent que tu as reçu de la vente de la maison. Il y a plusieurs options abordables dans les quartiers plus éloignés. La cruauté désinvolte de ses paroles m'a coupé le souffle. Comme si j'étais un objet jetable, quelque chose à enlever quand son utilité se terminait. L'ingratitude était si absolue que je n'ai pas pu formuler une réponse adéquate. Tu as jusqu'à la fin du mois, a-t-il ajouté, regardant sa montre-bracelet coûteuse comme s'il était en retard pour un rendez-vous important. 3 semaines, c'est suffisant pour trouver quelque chose, n'est-ce pas? Je peux même te recommander quelques endroits que j'ai recherchés. Ils sont basiques, mais adaptés à tes besoins et à ton budget. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement mon cœur, mais ma foi en la bonté humaine, ma confiance en l'amour familial, en le concept de gratitude. C'était comme si tout le fondement sur lequel j'avais construit ma vie s'était effondré, se révélant être une illusion cruelle. Je suis sortie de la cuisine sans rien dire de plus, mes pas lourds se traînant le long du couloir décoré de photos élégantes d'Émilie et Laurent lors de leur voyage, Paris, Rome, New York. Je suis retournée dans la petite chambre où je dormais et j'ai commencé à ranger mes affaires. Je n'en avais pas beaucoup, des vêtements, quelques livres, les rares souvenirs que j'avais apportés de ma maison. Des médailles scolaires d'Émilie, quelques bijoux simples qui avaient appartenu à ma mère, les lettres d'amour qu'Henri m'avait écrites pendant nos fiançailles. Tout tenait dans 2 valises. Tout en pliant méthodiquement mes vêtements, j'essayais de rationaliser la situation, de trouver une voie à suivre. J'avais de l'argent, oui, environ 230 000 € après avoir payé l'opération. C'était une somme considérable, mais significativement moins que la valeur réelle de ma maison. Et à 66 ans, sans autre source de revenus que ma petite pension de retraite, j'aurais besoin que cet argent dure longtemps. Les heures ont passé. Je n'ai pas déjeuné. Je n'ai pas pris de thé l'après-midi, comme c'était mon habitude. J'ai simplement rangé, organisé, planifié. La pluie continuait de tomber de façon monotone, comme une bande sonore mélancolique à mon malheur. Quand Émilie est rentrée du travail ce soir-là, j'étais déjà prête à partir. Mes valises étaient alignées près de la porte, mon manteau et mon foulard séparés pour le lendemain. « Maman ? Que se passe-t-il » a-t-elle demandé, regardant mes valises à l'entrée, le visage confus et préoccupé. « Demande à ton mari » ai-je répondu, sans énergie pour une autre confrontation. « Laurent m'a dit que tu voulais partir, que tu avais besoin de ton indépendance » a-t-elle dit, confuse. Mais je pensais que c'était juste une idée, pas quelque chose pour maintenant. Est-ce à cause de notre conversation d'hier ? Nous pouvons résoudre ça, maman. Laurent dit beaucoup de choses, Émilie.
Elles ne sont pas toutes vraies. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé ma fille, ce visage qui ressemblait tant à celui de son père. Henri disait toujours qu'elle avait hérité le meilleur de nous deux, mes yeux, son sourire, ma détermination, sa bonté. Mais à ce moment-là, je ne pouvais voir que combien elle avait changé. Comment l'amour pour Laurent avait progressivement effacé la fille que je connaissais, la remplaçant par cette femme qui avait permis que sa propre mère soit exploitée et mise au rebut. J'ai pensé à tout lui dire, la manipulation, le mensonge, le vol déguisé en affaires. Mais quel en serait le but? Laurent avait raison, elle ne me croirait pas. Et même si elle me croyait, quel choix ferait-elle? Abandonnerait-elle l'homme qu'elle aimait pour moi? Détruirait-elle son mariage, sa vie soigneusement construite? C'était un prix trop élevé à payer, et moi, malgré tout, je l'aimais encore trop pour imposer un tel choix. Cela signifie qu'il est temps pour moi de suivre mon propre chemin, ai-je finalement répondu. Tu as ta vie, je dois reconstruire la mienne. Mais où vas-tu? J'ai trouvé un petit appartement à louer à la Guillotière, ai-je menti. En réalité, je n'avais aucune idée où j'irais. Je savais seulement que je ne pouvais pas rester un jour de plus sous le même toit que Laurent. Mais c'est si loin. Et ce n'est pas un quartier très sûr. Émilie semblait vraiment préoccupée, ce qui n'a fait qu'intensifier la douleur. Elle se souciait, à sa manière limitée, mais pas assez. Je m'en sortirai bien, ai-je assuré, forçant un sourire. Je suis plus forte que je n'en ai l'air. Mais pourquoi cette précipitation? Reste encore quelques semaines, jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de mieux. La décision a déjà été prise, Émilie. Par toi et Laurent. Elle a hésité, ses yeux évitant les miens, puis m'a étreinte maladroitement. Une étreinte qui semblait plus un geste social qu'une expression authentique d'affection. Je t'appellerai tous les jours. Bien sûr, ai-je répondu, sachant que ce ne serait pas vrai. Je t'aiderai financièrement, a-t-elle offert, comme si l'argent pouvait compenser la trahison, comme si quelques euros pouvaient combler le vide qui se formait en moi. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'en ai assez. Lorsque je suis sortie par la porte le lendemain matin, Laurent était dans le salon, regardant la télévision. Il a à peine levé les yeux quand je suis passée. Il portait des vêtements de sport coûteux, se préparant pour sa marche quotidienne recommandée par le médecin. Au revoir, Colette. Bonne chance, a-t-il dit négligemment, comme si j'étais une collègue de travail qui partait après une réunion. C'est ainsi que j'ai quitté l'appartement où j'avais vécu pendant 6 mois, portant 2 valises et un cœur brisé, expulsé par l'homme dont j'avais sauvé la vie aux dépens de ma propre sécurité et de mon avenir. Les premières nuits dans le petit hôtel Bon Marché à la Croix-Rousse, un quartier ouvrier de Lyon, ont été les plus solitaires de ma vie. Pire que quand j'ai perdu Henri. Au moins quand mon mari est mort, j'avais Émilie et mes souvenirs intacts dans notre maison. Maintenant je n'avais rien, sauf un sentiment corrosif de trahison et de regret. La chambre était plus petite que la salle de bain de l'appartement de Laurent. Un lit étroit avec un matelas qui grinçait à chaque mouvement, une armoire minuscule avec des portes qui ne fermaient pas complètement, une petite table qui servait à la fois de bureau et de table à manger. La fenêtre donnait sur une cour intérieure sombre, où les poubelles des restaurants voisins exhalaient des odeurs qui pénétraient dans la chambre même avec la fenêtre fermée. Pendant 2 semaines, je suis à peine sortie de la chambre. Je prenais mes repas dans le petit café du rez-de-chaussée, évitant les regards, évitant les conversations. Je me cachais derrière des livres ou le journal, feignant d'être absorbée dans la lecture alors qu'en réalité j'étais perdue dans des pensées amères. La nuit, allongée sur le lit trop dur, je revivais chaque moment, cherchant des signes que j'aurais dû remarquer, des alertes que j'avais ignorées. Comment avais-je pu être si aveugle? Si naïve? Émilie a essayé d'appeler les premiers jours. J'ai laissé les appels aller à la messagerie vocale. Je n'étais pas prête à lui parler, à entendre des excuses vides ou, pire, des justifications pour le comportement de Laurent. Finalement, les appels ont cessé. 15 jours après mon départ, j'ai reçu seulement un message texte. J'espère que tu vas bien. Nous sommes là si tu as besoin. Nous.
Toujours, nous sommes. Émilie et Laurent, une unité indivisible. Et moi, à l'extérieur, seule. C'est lors d'une de ces nuits d'insomnie que j'ai rencontré Martine, une dame d'environ 70 ans qui travaillait à la réception de l'hôtel pendant le service de nuit. Je suis descendue pour demander un thé, quelque chose pour calmer mes nerfs, et je l'ai trouvée en train de lire un livre au comptoir vide. « Tu n'arrives pas à dormir ?» a-t-elle demandé, sans lever les yeux de la page. « Non. » Problèmes familiaux ou financiers ? Elle m'a finalement regardé, avec des yeux bleus perspicaces qui semblaient voir à travers moi. Elle avait des cheveux gris coupés très courts, presque à la militaire, et portait des lunettes à monture rouge qui contrastaient avec sa peau hâlée. Les deux, ai-je admis, surprise par ma propre honnêteté. Elle a acquiescé, comme si elle confirmait quelque chose pour elle-même. Les pires types. Tu veux en parler ? Je ne voulais pas. Ou du moins, je pensais ne pas vouloir. Mais quand Martine m'a servi du thé dans une tasse ébréchée et s'est assise à côté de moi à l'une des tables du café vide, mon histoire a simplement débordé. J'ai tout raconté, l'opération, la vente de la maison, la découverte de la trahison, l'expulsion. Quand j'ai terminé, je pleurais silencieusement, quelque chose que je ne m'étais pas permis de faire jusqu'alors. Martine a écouté sans interruption. Pas une seule fois elle n'a essayé de minimiser ma douleur avec des platitudes comme « tout ira bien » ou « le temps guérit toutes les blessures ». Quand j'ai terminé, elle a poussé un profond soupir. « Ta fille et ton gendre ont commis un crime », a-t-elle dit simplement. Ce qu'ils ont fait s'appelle de l'abus financier envers les personnes âgées. Je ne suis pas une personne âgée vulnérable, ai-je protesté automatiquement. Elle a souri tristement. Tu n'as pas besoin d'être vulnérable pour être victime, Colette. Ils ont exploité ton amour et ta confiance. C'est un abus, pur et simple. Ces paroles m'ont frappé avec force. Abus. C'est ce que j'avais subi. Une exploitation délibérée de ma confiance et de mon amour. Je ne m'étais jamais vue comme une victime, j'avais toujours été la forte, la pourvoyeuse, la matriarche de la famille. Mais Martine avait raison. Ce que Laurent avait fait, avec la complicité tacite d'Émilie, était un abus. Que puis-je faire, ai-je demandé, me sentant à la fois vaincue et étrangement soulagée de nommer ce qui s'était passé. Légalement ? Tu pourrais les poursuivre en justice. Il existe des lois en France contre ce type d'exploitation financière. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas faire ça à ma propre fille. Même après ce qu'elle a permis qu'on te fasse ? Je n'avais pas de réponse à cela. Réfléchis a dit doucement Martine. En attendant, nous devons résoudre ta situation immédiate. Tu ne peux pas rester dans cet hôtel pour toujours. Dans les semaines qui ont suivi, Martine est devenue mon amie, ma conseillère, et finalement, ma sauveuse. Malgré son travail épuisant à la réception, elle trouvait le temps de prendre un café avec moi, de m'emmener faire de petites promenades dans le quartier, de me présenter Lyon sous une perspective différente, non pas la ville sophistiquée et touristique que Laurent et Émilie fréquentaient, mais le Lyon des travailleurs, des immigrants, des artistes de rue. Progressivement, j'ai commencé à sortir du cocon d'apitoiement sur moi-même que j'avais construit autour de moi. Martine m'a présenté à une amie qui gérait une petite résidence pour personnes âgées à Villeurbanne. Pas une maison de retraite impersonnelle, mais une grande maison accueillante où 6 dames vivaient ensemble, partageant les dépenses et la compagnie. Il y avait une chambre vacante. Ce n'est pas de la charité, m'a assuré Martine quand j'ai hésité. Tu paieras ta part, tu aideras aux tâches comme toutes. C'est simplement un arrangement sensé. J'ai déménagé là-bas en décembre, alors que la neige commençait à tomber sur Lyon. La maison était chaleureuse, avec un jardin d'hiver où les dames, maintenant mes compagnes, aimaient se réunir pour tricoter et discuter. Progressivement, j'ai commencé à me sentir partie de ce petit cercle. Nous partagions des histoires, des repas et, parfois, nos douleurs. J'ai découvert que je n'étais pas la seule avec un cœur brisé par la famille. Sur les conseils de Martine, j'ai finalement consulté un avocat spécialisé en droit des personnes âgées. Pas pour poursuivre Laurent ou Émilie,
mais pour comprendre mes options, pour protéger ce qui me restait. Tu as un cas solide, a expliqué Maître Bernard après avoir écouté mon histoire. C'était un homme chauve, avec des yeux gentils derrière des lunettes rondes. Ce que ton gendre a fait constitue une fraude. Il a utilisé une condition médicale sérieuse pour t'induire à prendre une décision financière préjudiciable, basée sur des informations fausses. De plus, il a acheté ta propriété à une valeur significativement inférieure au marché, profitant d'une situation d'urgence qu'il a lui-même contribué à créer. Tu pourrais non seulement récupérer ta maison, mais aussi recevoir une indemnisation. J'y ai réfléchi pendant des jours. Une partie de moi voulait justice, voulait voir Laurent confronté à ses actions, voulait qu'Émilie connaisse la vérité. Mais une autre partie, la partie qui était encore mère, hésitait à causer une telle rupture. Et il y avait une troisième partie, une partie que je reconnaissais à peine, celle qui voulait la vengeance, qui souhaitait voir Laurent humilié comme je l'avais été. Cette dernière m'effrayait. Je ne voulais pas me transformer en quelqu'un mu par le ressentiment. C'est Gisèle, l'une des dames de la maison, qui m'a aidé à décider. À 83 ans, elle avait perdu presque tout à cause d'un fils accro au jeu. Il l'avait convaincue d'hypothéquer la maison, promettant d'investir l'argent dans une affaire lucrative. L'affaire était des tables de poker dans des casinos clandestins. Quand il a tout perdu, il a disparu. Il est mort d'une overdose des années plus tard. La plus grande erreur que j'ai commise, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous partagions une tisane à la camomille dans la cuisine silencieuse, après que les autres soient allés se coucher, a été de le protéger des conséquences de ses actes. Si j'avais agi plus tôt, exigé qu'il affronte ses responsabilités quand elles étaient encore petites, peut-être aurait-il appris. Peut-être serait-il vivant aujourd'hui. Ces paroles ont résonné en moi. Protéger Émilie et Laurent de leurs propres actions n'était pas de l'amour, c'était leur permettre de continuer sur un chemin qui les éloignait de la décence humaine fondamentale. Je contribuerais, d'une certaine façon, à leur destruction morale, même si leur situation financière prospérait. Le lendemain, j'ai chargé Maître Bernard d'envoyer une lettre formelle à Laurent, détaillant l'abus financier et exigeant la restitution de la maison ou sa valeur réelle de marché. La lettre expliquait également que, en l'absence d'une réponse satisfaisante, je serais prête à porter l'affaire devant la justice, y compris une éventuelle enquête criminelle. La réaction a été immédiate. Laurent m'a appelé, furieux. « Comment oses-tu me menacer ?» a-t-il crié au téléphone, sa voix si forte que j'ai dû éloigner l'appareil de mon oreille. « Je ne te menace pas. Je cherche simplement justice pour un crime que tu as commis contre moi, ai-je répondu calmement, me surprenant moi-même par ma fermeté. Crime ? C'était une affaire. Je vais contre-attaquer pour diffamation. J'ai les emails, Laurent. J'ai des preuves de la fraude. Et j'ai des témoins de ton comportement après l'opération. Il est resté silencieux un moment. Je pouvais entendre sa respiration lourde de l'autre côté de la ligne. Que veux-tu exactement ? La juste valeur de ma maison. Pas ce que tu m'as payé, mais ce qu'elle vaut réellement. C'est de l'extorsion ? Non, Laurent. C'est de la restitution. Après plus de menaces vides, il a finalement accepté de négocier. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un virement bancaire de 480 000 €, la valeur réelle de la maison, selon l'évaluation d'un agent immobilier indépendant. Émilie m'a appelé le lendemain. Sa voix était étouffée, comme cette nuit où tout a commencé, il y a presque 1 an. Pourquoi, maman ? Pourquoi nous as-tu fait ça ? Je ne vous ai rien fait, Émilie. J'ai simplement cherché ce qui était juste. Laurent est dévasté. Il dit que tu l'as accusé de crimes terribles. T'a-t-il raconté ce qui s'est vraiment passé ? Comment il m'a trompé sur la nécessité de l'argent pour l'opération ? Comment il a acheté ma maison en utilisant une société écran ? Silence de l'autre côté de la ligne. Puis, il dit que tu es confuse, que tu inventes des choses par colère. Bien sûr qu'il dirait cela. Demande-lui à propos des emails, Émilie.
Demande-lui à propos de l'opportunité qu'il a vue quand il a eu l'anévrisme. Tu es injuste, a-t-elle explosé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'était à mon tour de rester silencieuse, absorbant l'ironie de ses mots. Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi? Après m'avoir manipulé, menti, volé ma maison et mise à la porte quand il n'était plus commode de m'avoir autour? Émilie, un jour tu comprendras ce qui s'est passé. Et quand ce jour viendra, je serai là pour toi. Pas pour dire « je te l'avais dit », mais pour t'embrasser. Parce que malgré tout, tu es ma fille et je t'aime. Elle a raccroché sans répondre. Avec l'argent récupéré, j'aurais pu acheter une autre maison à Annecy, essayer de reconstruire la vie que j'avais perdue. Mais j'ai réalisé que je ne voulais pas cela. Cette vie s'était terminée quand j'ai signé les papiers de la vente. Au lieu de cela, j'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter la maison à Villeurbanne où je vivais avec les autres dames. Le propriétaire voulait vendre, et l'idée de la transformer officiellement en résidence pour femmes âgées m'a attirée. Dans les mois qui ont suivi, j'ai travaillé avec Martine et les autres dames pour rénover la maison, la rendant plus accessible, plus confortable. Nous avons engagé un architecte, ironiquement, un concurrent de Laurent, pour redessiner l'espace, créant des espaces communs larges et accueillants, tout en maintenant l'intimité des chambres individuelles. Nous avons installé des ascenseurs pour les dames à mobilité réduite, adapté les salles de bain, agrandi le jardin d'hiver. Maître Bernard m'a aidé à établir une fondation à but non lucratif pour gérer la résidence, garantissant qu'elle continuerait à servir son objectif même après ma mort. Nous avons commencé à accepter de nouvelles résidentes, des femmes de plus de 60 ans qui, comme nous, avaient besoin non seulement d'un endroit où vivre, mais d'une communauté. Aujourd'hui, 1 an après toute cette tempête, je suis assise dans le jardin que j'ai planté à l'arrière de notre maison. Ce n'est pas le même que celui que j'avais à Annecy, mais il a sa propre beauté, sa propre personnalité. Nous sommes 9 dames maintenant, chacune avec son histoire, ses cicatrices, sa sagesse. Nous offrons un abri temporaire aux femmes en situation de vulnérabilité, y compris les personnes âgées qui, comme moi, ont été trahies par ceux qui auraient dû les protéger. Émilie ne me parle pas depuis cet appel téléphonique. Laurent, d'après ce que j'ai appris, a vendu le bureau à Lyon et a déménagé avec elle à Paris. Parfois, ça fait mal de penser à elle, de penser à l'abîme qui s'est ouvert entre nous. Mais je ne regrette pas d'avoir cherché la justice. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si j'avais permis que cette injustice reste sans réponse. Que ai-je appris dans ce voyage douloureux? Que l'amour familial, bien que profond et précieux, ne doit pas être inconditionnel au point de nous permettre d'être exploités ou abusés. Qu'à 66 ans, nous ne sommes pas trop vieux pour recommencer, pour exiger le respect, pour construire quelque chose de nouveau et significatif. Que parfois, la plus grande expression d'amour que nous puissions offrir est de permettre à ceux que nous aimons de faire face aux conséquences de leurs actions. Et plus important, j'ai appris que la famille n'est pas seulement celle dans laquelle nous sommes nés ou que nous avons créée, mais aussi celle que nous construisons au fil du chemin. Martine, Gisèle et les autres dames sont ma famille maintenant. Imparfaite, parfois difficile, mais unie par un respect mutuel et un choix conscient d'être ensemble. J'ai vendu ma maison pour sauver mon gendre. J'ai été mise à la porte quand il s'est rétabli. Mais à la fin, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux qu'un toit, j'ai trouvé ma dignité, ma force et un nouveau but. Et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever. Quant à Émilie, la porte de mon cœur reste ouverte pour elle. Elle le restera toujours. Parce qu'être mère est quelque chose que nous ne cessons jamais d'être, même quand nos enfants se perdent en chemin. Mais maintenant, je sais que je suis bien plus qu'une simple mère. Je suis Colette Moreau, une femme qui est tombée, s'est relevée, et a finalement appris à marcher à nouveau la tête haute, non pas malgré la trahison que j'ai subie, mais grâce à la force que j'ai découverte en l'affrontant. Ce parcours de Colette nous confronte à des choix que beaucoup d'entre nous pourraient un jour affronter. Comment réagiriez-vous à sa place? Que feriez-vous si quelqu'un que vous aimez vous trahissait de cette façon? Réfléchissez aux limites de l'amour familial et partagez votre expérience dans les commentaires. Votre sagesse pourrait éclairer le chemin de quelqu'un qui traverse une épreuve similaire actuellement.
Si ces histoires authentiques de vie, de dépassement et de nouveaux départs trouvent un écho en vous, devenez membre de notre communauté en cliquant sur s'abonner. Ce n'est pas juste un clic, c'est un engagement envers des récits qui donnent voix à nos expériences. Nous construisons quelque chose de précieux ici, et votre présence fait toute la différence. Rejoignez-nous.